Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. On est parti pour une troisième semaine ensemble à décrypter le marché immobilier, mais aussi l'économie de la construction de la ville ou encore les sujets d'urbanisme. Autant de sujets que nous allons traiter donc ensemble toute cette semaine. Et nous sommes lundi. Lundi, c'est le jour dédié aux thématiques PropTech. Sylvain, bonjour. Nous présentons cette émission ensemble pour une nouvelle semaine. Voilà, bonjour Nicolas et merci à toutes et à tous d'être avec nous. Effectivement, Nicolas, vous l'avez rappelé, la PropTech, c'est quoi? C'est la contraction de property et de technologie. Ça s'impose désormais dans le paysage immobilier, il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des achats fractionnés pour les résidences secondaires et du business model des agences en ligne en particulier. Voilà, donc deux sujets qui vont nous animer aujourd'hui dans Tech Imo, cette journée dédiée donc au sujet tech et immobilier. Nous recevrons donc dans un premier temps Ludovic de Jouvencourt qui sera en duplex avec nous. Il est CEO et cofondateur de Prelo, donc on se demandera quel est ce fonctionnement d'achat fractionné pour résidences secondaires. Et dans un deuxième temps, nous aurons le plaisir de recevoir en plateau cette fois-ci Stanislas de Dinchin, cofondateur d'Haussmann. Et nous nous demanderons avec lui si le business model des agences en ligne fonctionne et comment est-ce qu'il fonctionne. On se retrouve tout de suite dans Tech Imo. Oui, les résidences secondaires, réaliser peut-être son rêve, ce sont deux mots qui font rêver beaucoup les Français. En tout cas, les Français aiment les résidences secondaires. Elles sont dénombrées à plus de 3 600 000 en métropole, Nicolas. Et oui, 3 600 000. Pole position de la France au niveau européen, bien évidemment, parce que la France aime la résidence secondaire. Alors, comment faire en sorte que ces mots deviennent une réalité? Est-il possible d'en acquérir une à moindre coût? La réponse avec notre invité qui est en duplex avec nous. Il a créé sa start-up il n'y a pas très longtemps. Formidable succès. C'est Ludovic de Jouvencourt, CEO et cofondateur de Prelo. Bonjour Ludovic. Bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Merci d'être avec nous, Ludovic. On se connaît bien déjà puisqu'on a pas mal parlé de votre entreprise. On sait que c'est un succès. Vous avez d'ailleurs levé plus de 10 millions d'euros en moins d'une année d'existence, ce qui montre qu'il y a une... Voilà, pardon? 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, pourquoi pas, finalement. Bon, l'essentiel, c'est que vous ne fassiez pas une incinération de fonds propres, hein, comme dirait l'autre. L'essentiel, c'est que vous portiez votre modèle économique. Alors justement, rappelez-nous un petit peu en quelques mots de quel constat est née la création de Prelo. En fait, on s'est rendu compte que, en moyenne, un Français passe moins de 45 jours par an dans sa résidence secondaire, alors qu'il en fait l'acquisition dans son intégralité. Et quand on considère le fait que la résidence secondaire, c'est le deuxième, voire le troisième projet d'achat immobilier qu'un foyer va faire en France, forcément, on va acheter sa résidence principale d'abord et souvent se poser la question de l'investissement locatif ensuite. Quand on arrive au moment de vouloir acquérir sa résidence secondaire, on n'a souvent, en réalité, pas vraiment les moyens. Et donc, on a voulu jouer sur le fait qu'une résidence secondaire était occupée moins d'un huitième du temps et le fait qu'il y ait un pouvoir d'achat amoindri pour faire l'acquisition de ce bien, pour démocratiser le modèle du co-achat de résidence secondaire. Et alors, Et ça donc, comment on fonctionne. le fait? Oui, c'était ma question. Ça fonctionne comment? On est en indivision, on se rassemble entre amis et on achète une résidence secondaire ou on industrialise le processus? Alors, en fait, ce n'est pas forcément entre amis. L'idée, c'est que le mode d'achat soit structuré de façon à offrir un maximum de sécurité et de contrôle sur les règles d'entente pour le moment de cette acquisition. Et pour ça, on le fait à travers d'un véhicule qui est une SCI, donc une société civile immobilière. Et donc, une fois qu'on est propriétaire, les règles sont très claires et en fait, tout se passe très bien. Ces règles sont si claires qu'en fait, à la base, on voulait le faire pour des gens qui voulaient acheter entre amis, mais finalement, on se rend compte que les gens qui veulent acheter entre amis ont souvent des critères assez différents. Donc aujourd'hui, on rassemble très majoritairement des gens qui ne se connaissent pas. Et pour simplifier le processus de gestion et de consommation de sa résidence secondaire, nous, Prelo, nous sommes là en tiers de confiance pour gommer toutes les éventuelles frictions. Donc en fait, on s'occupe du ménage, du jardinage, de l'entretien, des AG et surtout de la location des nuitées non occupées pour générer un revenu locatif avec sa résidence secondaire. Ludovic de Jouvencourt, est-ce qu'on peut poser la question qui fâche? Dites-moi. Alors, le time-sharing, historiquement, a été un échec en France et il y a eu même on va dire, des opérations un peu particulières où beaucoup de Français, malheureusement,
ont perdu leur mise. Voilà. Alors, quand je vous dis, je vous provoque un peu, mais on se connaît bien déjà, mais vous m'avez déjà répondu, et j'aimerais quand vous reformuliez cette réponse. C'est quoi la différence entre prélo, le concept, il y a l'acquisition titrée, parce qu'en fait, vous titrez finalement l'acquisition à travers des parts de SCI. C'est ce qu'on appelle de Ouais. la pierre-papier ou de la détention. Effectivement, c'est pas de l'indivision, vous avez raison sur le principe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre ça et le timeshare? Pour que ce soit clair pour ceux qui Alors, nous écoutent. nous, quand on a décidé de lancer notre startup, on a évidemment étudié le marché du timeshare et on a étudié qu'est-ce qui ont fait que ce concept, enfin les choses qui ont fait que ce concept s'est arrêté. Alors, sans vouloir trop rentrer dans le détail, d'une part, je pense qu'il y a eu des pratiques commerciales qui étaient un peu extrêmes. Nous, on est vraiment très orienté vers la satisfaction client. On veut restituer un produit patrimonial à nos clients qui soit très liquide et qui leur permette, quand ils veulent revendre, de tirer un bénéfice et une plus-value de cet actif-là. Ensuite, on va systématiquement vendre des biens qui sont spécialement sélectionnés pour les attentes de nos clients. Donc, on rassemble d'abord 8 personnes sur la base de critères clairs et ensuite, on va trouver cette propriété pour leur proposer. Et c'est très souvent dans de l'ancien. Ensuite, on va rassembler un maximum de 8 copropriétaires. Vous savez que dans le timeshare, très souvent, on vendait une semaine, il y a 52 semaines dans l'année. Donc, pour un même bien, pour une même unité, on avait 51 copropriétaires. Aujourd'hui, c'est maximum 8 et c'est même plus souvent 4 ou 5. Ce qui donne beaucoup plus de profondeur et de maîtrise sur quand est-ce que je veux aller en vacances dans mon bien. Et surtout, point très important, c'est que les dates ne sont pas fixes. Donc, on vend une quote-part de nuitée. Donc, un huitième donne accès à 44 nuitées calendaires. Si on prend 2 huitièmes, c'est 88 et jusqu'à 4, etc. Et on fournit un calendrier de réservation qui permet aux copropriétaires de réserver leurs vacances. Ludovic, pardonnez-moi, mais comment on fait dans les 44 nuitées si on a sur les 8 copropriétaires, même n'y en aurait-il que 4 ou 5, s'ils veulent tous partir au mois d'août? Bah oui, c'est la question qu'on se pose. Effectivement, tout le monde veut partir en vacances au même moment. C'est la question. Non, mais c'est la question qui est récurrente. D'ailleurs, Ludovic, certainement la réponse. Alors, c'était un des sujets qu'on voulait tacler, qu'on voulait régler très tôt dans cette histoire. Et on s'est vite rendu compte, en fait, qu'il y a un très fort niveau d'équilibre sur les demandes des hackers potentiels en termes de saisonnalité. Je vous donne un exemple. Évidemment, les foyers actifs avec des enfants vont très souvent s'orienter vers les vacances scolaires, le mois d'août, etc. Alors que les expatriés, les étrangers et surtout les retraités préfèrent la basse saison. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer de la complémentarité. C'est là où c'est peut-être pas forcément totalement clair pour moi, c'est que j'imagine que les demandes de parents sont différentes des demandes des retraités ou des demandes des expatriés qui du coup sont pas forcément mis au sein des mêmes groupes qui vont acheter les mêmes maisons, puisque une maison faite pour les enfants va être normalement devrait être divisée entre parents qui cherchent une maison faite pour les enfants. Donc il n'y a pas ce sujet de ils veulent tous partir en vacances au même moment? Non, vraiment pas. D'ailleurs, en fait, je pourrais vous faire une blague. Si c'était le cas, en fait, le marché de l'hôtellerie ne marcherait pas en basse saison, ce qui n'est pas le cas. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en attente de basse saison. Et voire même, on se rend compte qu'il y a une forte proportion de notre clients, plus de 50%, qui préfèrent partir en week-end et en vacances dans leur maison en basse saison en se disant ma quote-part de nuitée haute saison, je veux la louer pour en tirer le meilleur revenu locatif. Parce que, chose que je ne vous ai pas dite, c'est que sur la quote-part de nuitée de 44 pour un huitième, il y a systématiquement une semaine de haute saison qui est sécurisée pour ces copropriétaires. Ce qui veut dire que si une personne me dit, moi, je veux partir 3 semaines au mois d'août, je sais d'ores et déjà que cette personne a besoin d'acheter 3 parts du même bien pour y aller. Ah oui, c'est très clair, c'est très clair. Justement, question. Vous avez parlé de liquidité. J'achète la part de SCI. L'avantage, effectivement, alors j'ai vu votre modèle, je vous encourage d'ailleurs à y aller. Vous avez une maison qui vaut 1,1 million ou 1,2 million. C'est clair que vous n'avez pas les moyens de l'acheter clairement et que vous dites j'ai un budget de 200 ou 300 000 euros, par exemple, pour une résidence secondaire. Il suffit qu'il y en ait 3 ou 4 dans la même situation pour que ce soit possible. La question, c'est... si je veux revendre ? Voilà, si je veux revendre, sous quel délai et est-ce que je fais une plus-value ou pas? Et à quel moment donné... Et qui rachète? À quel moment donné, Prélo absolument rachète, ou vous incitez au rachat, et est-ce que je retrouve ma mise, pour être très clair? Est-ce que c'est un immobilier où on fait de la plus-value ou c'est un immobilier de conservation, on va dire?
Alors, tout dépend de l'endroit où on va acheter. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on oriente très fortement nos clients vers des choix de localisation qui répondent à leurs attentes en termes de fonctionnalité, ensoleillement, et cetera. En revanche, on va essayer de les orienter vers des endroits qui donnent des perspectives de plus-value très fortes dans le temps. Vous le savez, en ce moment, on vit une époque, d'inflation, très, très forte, et le côté positif de l'inflation, c'est que en l'état actuel des choses, ça tire tous les prix vers le haut. Ce qui veut dire que, de fait, bah, si on achète de l'immobilier maintenant, après une année à, je dis n'importe quoi, 5, 6, même peut-être 7 d'inflation, bah, c'est une plus-value, latente de 7 qui arrive. En revanche, ça reste évidemment un marché spécifique, et nous, on accompagne nos clients dans le fait de revendre, leur part quand ils veulent partir. Donc, c'est pour cette raison qu'on systématiquement, on essaie de construire, donc une complémentarité entre les copropriétaires, avec la possibilité qu'un des copropriétaires actuels rachète la part du sortant. Qu'est-ce qui se passe Clairement, dans ces cas-là? Il a 2 fois plus de nuitées, donc il peut venir 2 fois plus longtemps parce qu'il a, 2 fois plus de parts que les autres, c'est ça Ludovic de Jouvencourt? tout à fait, et on peut posséder jusqu'à 4 parts d'un même bien. Donc c'est minimum 2 Si je copropriétaires veux, qui possèdent 4 parts si d'un je bien. veux être tout seul, c'est possible? Si vous voulez être tout seul, c'est possible, mais donc ce ne sera pas une copropriété, Vous et achetez la c'est une très maison, quoi, bonne ouais, question, c'est ça. Sylvain, que nous venons de lancer une offre parce qu'en fait, on s'est rendu compte Non, parce que que peut-être que je peux l'acheter et vous confier la gestion de mon bien, la maintenance, la gestion courante, à la limite, c'est presque, confortable pour des personnes qui sont effectivement économiquement, assez forts. absolument. En fait, c'est peu de temps après notre lancement, on s'est rendu compte que notre modèle ne réglait pas juste le problème du budget. Ça réglait aussi la problématique du gain de temps et de l'expertise d'acheter sa résidence secondaire. Donc maintenant, depuis peu, on accompagne une personne sur l'acquisition, la rénovation, la gestion et la mise en location de sa résidence secondaire lorsqu'il n'y est pas. Et donc, vous pouvez tout à fait acheter avec d'autres personnes, mais aussi acheter votre résidence secondaire seule. Nous, on vous accompagnera sur le choix du bien, le choix de la rénovation qu'on va devoir faire, et surtout, on va gérer le revenu locatif. Mais alors Enfin, justement, la location du bien. justement Ludovic de Jouvencourt, ce sujet revenu locatif, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques chiffres sur le nombre de résidences que vous avez accompagnées, résidences secondaires que vous avez accompagnées aujourd'hui, et la proportion de celles qui, en plus d'avoir 8 copropriétaires, sont mises en location pour en tirer un revenu locatif? Alors, pour vous dire les chiffres qu'on peut communiquer aujourd'hui, donc on a plusieurs dizaines de propriétés actuellement, on se rend compte que on donnait la possibilité ou non à un propriétaire de décider s'il voulait louer ses nuitées non occupées ou non. Aujourd'hui, c'est systématiquement le cas. On nous dit systématiquement, moi je veux tirer l'impact patrimonial le plus positif de mon bien, ce qui veut dire que quand j'y suis pas, je veux le louer. Donc, après, tout dépend du niveau de standard dans lequel on a positionné nos clients. En revanche, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que plus on monte en qualité de bien, plus le taux de rentabilité vient à se décorréler des standards du marché. Je vous donne un exemple. Là, on vend des propriétés de 4 à 6 chambres à moins d'1 heure de Paris. Donc, sur une thématique maison de campagne, on arrive à sortir des rendements locatifs de plus de 10%, ce qui est relativement exceptionnel pour du produit de résidence secondaire qui nous permet en plus de partir en vacances quand on a envie. Donc, on devient une vraie alternative patrimoniale à l'investissement locatif classique et standard. Et ça, cet argent, après, qu'est-ce que vous en faites? Vous le redistribuez aux copropriétaires ou il sert dans la gestion de la maison? Qu'est-ce qu'on en fait de ce revenu locatif? Alors, en fait, on a même des gens qui nous disent: «Je veux juste faire de l'investissement locatif parce que j'aime bien, on aime bien le concept, on aime bien cette typologie d'actifs, on sait que ça va se valoriser». Donc l'idée, c'est vraiment faire en sorte que chacun des copropriétaires reçoive le revenu locatif au prorata de leur non-consommation. C'est-à-dire qu'une personne qui ne consomme pas le bien aura le revenu locatif de l'intégralité de ses nuitées. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que, d'une part, ça gomme les effets de charge, mais surtout, ça génère en plus un revenu qui permette de payer l'amortissement du crédit, voire un cash flow positif. Merci beaucoup Ludovic de Jouvencourt, c'est déjà la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions en ce qui concerne Merci à vous. Prélo. Je rappelle que vous êtes le CEO et le cofondateur de Prélo. De retour dans la Côte Imo où nous allons nous poser la question du business model des agences en ligne. On va se demander s'il fonctionne. Alors une question qui ne sort pas de nulle part puisque
On a pu voir dans la presse certaines agences en ligne ou néo-agences qui communiquaient sur le fait que leur modèle ne fonctionnait pas autant qu'elles le voulaient ou simplement communiquer sur le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de volume effectivement pour atteindre les objectifs nécessaires au fonctionnement de ces modèles. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Stanislas de Dinchin, cofondateur d'Haussmann. Bonjour Stanislas de Dinchin. Bonjour Nicolas, bonjour Sylvain. Merci de me recevoir. D'être sur le plateau de la Côte Imo et d'accepter de répondre à nos questions sur le sujet. Alors, je rappelle Haussmann, donc c'est une agence en ligne. On parle de néo-agence, à savoir que on ne passe plus la porte finalement on ne passe plus la porte d'une agence immobilière. Tout se fait en ligne, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur. On fait estimer son bien en ligne. L'annonce est diffusée en ligne. Ensuite, on peut visiter en ligne et après, on peut aller visiter physiquement. Mais même tout le sujet offre d'achat ou autre se fait également en ligne, hein, c'est ça? Oui, alors il y a quand même une petite nuance à ça, c'est que sur l'estimation, on se déplace. D'accord. Donc en fait, il y a 2 moments clés dans l'ensemble du processus de vente sur lequel on va se déplacer. C'est au moment de l'estimation, ça c'est une première chose, donc on va rencontrer le vendeur, et puis bien évidemment au moment de la visite de l'appartement. Oui, ou là pour le coup, même si on peut faire des visites en ligne, il faut quand même se déplacer pour voir si on a envie d'habiter ou non dans le bien. Tout à fait. Et c'est probablement ce qui fait la particularité d'Haussmann parmi les néo-agences immobilières, c'est que Haussmann est un véritable mix de digital et d'humain. Donc là, on trouve qu'il y a de la valeur à avoir de l'humain, on garde de l'humain. Là où le digital crée plus de valeur, on met du digital. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Haussmann, comme tous ses concurrents pour disrupter un petit peu le marché immobilier, a cassé les prix en matière de montant, de pourcentage pris pour offrir le service de la transaction immobilière. On a vu d'autres agences, alors moi je vais en citer 2, je vais citer Proprio ou Liberkeys. Proprio qui a communiqué sur le fait qu'elle ne faisait pas suffisamment de volume, parce qu'elle aussi avait cassé les prix pour réussir ses objectifs. Liberkeys qui se fait racheter en grande partie par une filiale d'Arkea aujourd'hui, donc on ne sait pas si ça fonctionne ou non, mais globalement... Et les agences de papa qui... Alors ça, j'ai moins l'info, mais... Ils sont plutôt allés voir grand-papa pour avoir un peu plus de fonds. Voilà. Donc ça pose une question, c'est quand on casse les prix avec cet argument qui est un peu toujours le même, de dire ça prend autant de temps de vendre un appartement à 1 million d'euros qu'à 200 000 euros, ça suppose de faire beaucoup plus de volume. Est-ce que du coup, et donc de prendre des parts de marché finalement aux agences traditionnelles, est-ce que c'est tenable aujourd'hui quand on voit que de plus en plus d'agences communiquent sur le fait qu'elles ont du mal à y arriver? Oui, alors la réponse est très clairement que c'est tenable. Mais il y a quand même une petite différence dans ce que vous veniez de dire, c'est que Haussmann ne s'est pas créé avec cette idée de casser les prix. On n'a jamais eu une logique de low cost. On a eu au contraire une logique de se dire comment on peut créer le service qui correspond parfaitement aux besoins du vendeur comme de l'acheteur. Et donc parmi ça, il y avait un besoin autour de la tarification et autour du fait d'avoir un tarif qui soit plus juste. Mais donc du coup, on a créé un business model qui était avant tout orienté qualité de service, et pour cette qualité de service, à un prix qui soit juste. Pardonnez-moi, Stanislas, mais quand vous dites un prix plus juste, ouais. Les mots ont de l'importance. Parce que ça veut dire que les prix pratiqués avant n'étaient pas justes. Parce que dans votre discours, et encore une fois, je suis stupéfait et très heureux que votre modèle fonctionne, entre guillemets. Parce que vous êtes le seul, en fait, qui fonctionne bien dans ce domaine-là. Mais quand vous dites plus juste, en fait, vous avez un sous-jacent dans votre wording qui dit que les agents immobiliers, finalement, ils étaient très chers. Ouais. Parce qu'en fait, en moyenne, une agence immobilière prend entre 4,5 et 6% sur le montant de la vente. Vous, quel que soit le montant, on est d'accord, on paye 5 900 euros. On prend la même chose, quoi qu'il arrive. Voilà. Et alors, dans mon quid wording... du service, quid des diagnostics, quid de l'accompagnement. Quand on voit aujourd'hui l'inflation normative autour de l'acquisition immobilière, c'est proche du parcours du combattant. On se pose vraiment la question, mais encore une fois, avec beaucoup de bonne foi, comment c'est possible de perdurer, de rendre ce modèle pérenne ? Alors, et juste pour revenir sur ce que vous disiez sur les agents immobiliers, on n'a aucune critique de leur business model, on a beaucoup de respect pour ce qu'ils font, on voit juste les choses de manière très différente, et donc effectivement, la notion mais vous dites qu'on a... Quand vous dites plus juste, vous suggérez quand même que les prix pratiqués étaient trop élevés. C'est les Français qui le disent, ça c'est une première chose, et d'autre part, notre avis est que le prix devrait être fixe dans la mesure où vendre 40 mètres carrés ou 80 mètres carrés, vous le rappeliez, c'est la même quantité de travail. Comment on y arrive ? Parce que c'était un peu le fond de votre question, comment on arrive à faire cette qualité de service à un prix qui soit juste ? Il y a concrètement 2 secrets à ça. Le premier secret, c'est qu'on a automatisé, on a digitalisé tout ce qui ne crée pas de valeur à être fait par un être humain. Et donc on gagne beaucoup de temps et beaucoup de productivité. Un exemple ?
Alors, c'est beaucoup de choses qui se passent en interne, mais par exemple, la production de l'annonce va être automatique et va juste être corrigée à la main à la fin pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur là-dessus. La prise de visite, qui peut être extrêmement chronophage. L'agent immobilier traditionnel dans la rue va beaucoup se faire appeler dès qu'il publie un appartement. C'est vrai. Tout ça, chez nous, a été digitalisé. C'est comme chez Doctolib. C'est quoi, un agenda partagé? Agenda, directement. Et quelqu'un se déplace sur place pour faire les visites, il sait déjà qui, Exactement. comment. Ouais. Exactement. Ça, c'est très ingénieux. Donc, c'est gentil de le penser. Non, Merci c'est beaucoup. très ingénieux. Je trouve ça remarquable parce que le problème, parce que, en fait, je vais vous dire, vous existez parce qu'il y a une faille dans le métier, qui est celle du service auprès des clients. Ouais. Et effectivement, quand on interroge les clients, ils ont toujours l'impression qu'ils payent trop cher leur agent immobilier. Et la variable en termes de price, elle est quand même énorme. Ouais. Quand vous économisez, quand vous êtes à un forfait de 5 000 euros ou de 6 000 euros et que vous avez un appartement qui vaut 1 million d'euros, je peux vous dire que 5% sur la Bien vente, sûr. on les sent venir. On est Voilà, bien d'accord. le problème, c'est comment vous rassemblez finalement les éléments de service qui sont nécessaires. Ouais. C'est juste ça la question. Alors, c'est ça, mais c'est aussi comment on voit vraiment ce service d'un œil très différent, avec l'apport du digital, qui n'est pas exclusif, encore une fois. C'est vraiment là où il y a de l'humain et là où c'est bon d'avoir de l'humain, on le garde. Là où il est préférable d'avoir du digital, on met du digital. Et donc, si on en revient à ce business model, il y a à la fois tous les éléments d'automatisation, qui sont un premier levier, mais il y a également un deuxième levier, qui est que vous le savez probablement mieux que moi, mais l'agent immobilier dans la rue, il fait de la prospection. Et il y passe souvent 50% de son temps à aller faire du porte-à-porte, à aller mettre du flyer dans les boîtes aux lettres pour trouver du mandat. Exact. Chez nous, nos experts sont 100% dédiés aux clients. Ils ne passent pas une seule seconde à faire de la prospection. Et comment les Mais gens alors, arrivent alors ils viennent d'où les appartements? Elle est 100% Ou les maisons? Ouais. Ouais. J'ai remarqué que c'est surtout parce des que- appartements, mais Non, parce mais que c'est beaucoup plus en là, ville. Mais du coup, c'est la martingale, quoi. Vous avez trouvé On l'Eldorado, fait de là. l'acquisition digitale. Donc ce qu'on appelle du SIA, du Et ça SEO, marche. du Facebook, et ça marche très bien comme ça. Vous avez quoi? Vous avez de l'intelligence artificielle? Vous avez une technologie particulière? Alors là-dessus, Vous avez des robots qui font de l'indexation? Qu'est-ce que... Non, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle là-dessus. Faites pas de pige, en fait. On fait pas de pige. Pas de pige. À la marge, ça nous rapporte concrètement. Alors, pige téléphonique, 0. Un petit peu de pige SMS, mais ça nous rapporte, je sais pas, 3% de nos mandats. Et tout le reste, c'est de l'acquisition 100% digitale. Donc, ceux qui gèrent des startups connaissent très bien ça, c'est faire du SIA. Et donc, acheter des mots-clés type agence immobilière, Paris 16, sur Google. D'accord, mais justement, moi, c'est une vraie question que je me pose sur cette acquisition, parce que comment est-ce qu'on fait pour se démarquer vis-à-vis d'un potentiel vendeur? C'est quoi? On va lui proposer une estimation en ligne et derrière Ouais. lui montrer que si vous passez par tel ou tel service, Ça va aller vite. ça va aller vite, ça ira mieux, on a plus d'acheteurs de l'autre côté ou autre? Alors, ça va pas être le premier levier. Notre premier levier, ça va plutôt être de lui expliquer quel est notre service et qu'il se rende compte que, 1, c'est beaucoup moins cher, 2, la qualité de service est meilleure que ce qu'il pourrait trouver par ailleurs. Alors justement, merci de vous prêter à l'exercice. Encore une fois, il n'y a pas de question piège, mais on veut vraiment comprendre. Les agents immobiliers parlent de vous comme étant plus que du low cost. Je n'utilise pas les wordings parfois très sympathiques, mais force de constater qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise française qui s'appelle les Agences de Papa qui a incinéré plus de 30 millions de francs propres. Ouais. Mais là, on parle d'incinération avec moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui est absolument incroyable. Des ventes qui ne se font pas. Et pourtant, le modèle, quand on le voit sur le papier, c'était la révolution des agences immobilières. C'était même un sujet important. D'ailleurs, à tel point que même les agents immobiliers eux-mêmes, les syndicats, ont attaqué pour justement exercice illégal de la profession d'agent immobilier. Les résultats d'Haussmann, ils sont comment aujourd'hui? Est-ce que vous performez? Combien vous représentez de ventes sur une année? Est-ce que le modèle aujourd'hui, il fonctionne? Et comment? Parce que je pense qu'il n'y a pas de doute, vous êtes certainement financé par des fonds d'investissement. Est-ce qu'ils continuent à vous accompagner à la lumière de ce que vous savez sur le marché? Parce qu'entre Liberkeys racheté, effectivement, et l'autre entreprise dont vous avez parlé, Nicolas, Proprio, on peut le dire, pour être très clair, ça a été un échec en France. Alors, je ne serais pas aussi catégorique là-dessus, parce que Liberkeys, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant mieux pour eux, et ça veut dire que désormais, ils vont avoir les moyens de leur ambition, ils vont pouvoir se développer plus fortement. Oui, je précise que l'info, c'est qu'ils ont été rachetés, on ne sait pas si c'est rentable ou pas. J'ai pas cette info aujourd'hui. Oui, enfin, disons que le modèle n'était pas hyper performant en réalité. Vous voulez, une fois pour Liberkeys, je crois que ça se passait plutôt bien. Ouais. Pour les agences de papa, je vous rejoins, même si pas de jugement de valeur là-dessus, on Oui, n'a oui. juste pas la même vision. Je pense que ce qu'on peut observer des agences de papa, c'est qu'ils voulaient avant tout faire de l'acquisition. Nous, on mais vous l'a dit. vous avez trouvé le moyen de faire une acquisition incroyable. Bien sûr. Combien vous vendez d'appartements par mois? Alors, le chiffre est confidentiel, mais je peux vous donner une fourchette. Une On est fourchette. entre 250 et 300 C'est par énorme. mois. Ouais, c'est conséquent. C'est énorme pour une entreprise qui a... On a tout jusqu'à 4 ans. Voilà. Et vous avez levé combien de fonds? Et on a levé, en tout et pour tout, 6 millions d'euros plus 1,5, donc 7,5 millions d'euros en tout et pour tout. Et vous êtes combien dans l'entreprise? Et on est aujourd'hui une petite centaine. Donc vous faites 3000 ventes par an.
Et donc, En moins de c'est- 4 ans. c'est à peu près le chiffre, exactement. D'accord, c'est considérable. C'est- ça prouve en tout cas que ce business model peut fonctionner en France, c'est certain, pourvu qu'on mette le focus au bon endroit. Et alors, 3000 ventes par an, c'est quoi? C'est des gens qui vendent peu cher et qui Ouais. du coup cherchent des frais de transaction réduits, ou on est sur aussi sur des appartements à 1 million, 2 millions d'euros? Je parle d'appartements parce que vous êtes Ouais. quand même très présent en ville, donc Quel est c'est plus des appartements que des le maisons. profil mais- de vos acquisitions Il est, et des vendeurs? il est en réalité très large et très représentatif du marché français. On pensait au tout début avoir une clientèle qui est essentiellement CSP+, et plutôt digitalement mature. La réalité, c'est que le service qu'on offre est très universel et convient aussi bien à une dame assez âgée qui n'est pas forcément très digitale qu'un petit jeune qui, lui, est très demandeur de digital. Et pourquoi? Parce que le besoin qu'il y a derrière est le même pour tout le monde, que ce soit un besoin de qualité de service ou de juste prix. Une question, alors je reviens effectivement sur les autres agences dont on a parlé. L'idée n'est pas forcément de vous comparer en permanence, mais de ce que j'ai pu lire dans la presse, une des questions qui pouvait se poser pour ces autres agences pour pivoter, si je puis dire, face à un modèle qui ne marchait pas, c'était d'accompagner les agences immobilières traditionnelles et de les équiper en digital. Là, effectivement, bon, les volumes sont plus conséquents chez Haussmann. Pour autant, est-ce que c'est une piste de réflexion d'aller utiliser potentiellement ce savoir que vous avez pour trouver des appartements et le mettre à disposition d'agences plus traditionnelles qui sont encore sur du porte-à-porte ou sur du phoning? Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on pense que les agents immobiliers n'ont pas tellement de problématiques de productivité. Donc les outils qu'on utiliserait ne leur serviraient pas à grand-chose. Et la deuxième, c'est que la réalité de ce qu'on a fait, de ce qui fonctionne, c'est pas tellement un outil. C'est une imbrication extrêmement complexe entre un outil, certes, un outil digital, des process, donc une manière de faire, et des profils, des recrutements particuliers. Puisque les personnes qu'on recrute chez Haussmann, dans la majorité des cas, ne sont pas des agents immobiliers, ils n'ont pas d'expérience. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que... Et comment vous faites pour justement leur donner on leur les apprend. compétences? Est-ce que vous disposez de la carte transaction dans Bien dans sûr, vous bien sûr. Donc, c'est-à-dire que vous êtes soumis à la même obligation de formation? Nous sommes soumis à exactement la même Donc, obligation. tous vos de formation. collaborateurs ont une obligation de 14 heures de formation par an ou 42 heures tous les 3 ans? Et ils les font, mais c'est pas ça qui les forme. Ce qui les forme, Non, mais réellement, c'est la les- formation qu'on a en interne. Et puis, vous l'aurez probablement noté, mais le fait qu'on soit beaucoup plus productif que l'univers traditionnel, concrètement, nos agents immobiliers vont vendre une dizaine de biens par mois, comparé à une dizaine par an pour un agent immobilier traditionnel, fait qu'un agent immobilier chez nous, au bout de 12 mois, il a la même expérience que quelqu'un dans la rue au bout de 12 ans. D'accord. Et il gagne sa vie comment? Et il gagne sa vie avec un fixe qui est conséquent. Parce qu'on voulait éviter de mettre une pression trop forte sur la vente, ce qui peut donner lieu à Est-ce des que vous pratiques. pouvez donner un ordre de grandeur de la rémunération d'un agent immobilier ou c'est un sujet Alors c'est un confidentiel? sujet qui est assez confidentiel. D'accord. On pourra s'en parler. Parce que je peux évidemment vous derrière. donner, moi, la moyenne de rémunération des agents immobiliers traditionnels, Ouais. négociateurs Ouais. immobiliers, parce que c'est le négociateur dont on parle, Ouais. tant chez les mandataires que, Ouais. que les trucs. Voilà, un agent immobilier qui est agent co, par exemple, dans une agence immobilière en vitrine, gagne une moyenne de 35 000 euros Ouais. par an, et un mandataire à peu près 25 000 en moyenne. Il nous Ce reste que je peux 2 vous dire, secondes. c'est qu'on est beaucoup plus élevé que ça. Et pour la simple et bonne raison qu'on voulait absolument chercher à rendre plus pérenne ce métier et à faire en sorte que nos agents immobiliers puissent travailler dans des bonnes conditions et qu'ils n'aient pas la corde au cou pour vendre, ce qui les amène parfois à dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. On est obligé de conclure là-dessus. Merci beaucoup Stanislas Zodinchin, cofondateur d'Haussmann. Sylvain, c'est déjà la fin de la Côte Immo. On se retrouve Absolument, demain. Nicolas. Merci en tout cas. Voilà, beaucoup d'informations aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour Green Imo. On va parler green. Il n'y a plus de débat sur la question. Je vous dis tous à demain. Merci.